Imaginez, une frappe au cœur du Yémen peut-elle vraiment menacer votre quotidien à Paris ou à Montréal? Cela semble si lointain, presque absurde, comme si la géopolitique ne traversait jamais nos frontières. Pourtant, en août 2025, une frappe israélienne à Sanaa élimine le chef militaire Houthi Mohamed Abdul Karim al-Gamari, et tout bascule. Ce n'est pas un fait divers isolé. Cette attaque marque une nouvelle escalade dans une guerre interminable, chaque bombe attisant un engrenage meurtrier. Derrière les ruines, une évidence s'impose. La guerre profite d'abord à ceux qui vantent les armes, tandis que les civils deviennent des pions sacrifiables d'un capitalisme mondialisé. Mais l'impact déborde largement les frontières du Yémen. En représailles, les Houthis menacent de bloquer la mer Rouge, par où transite près de 12% du commerce planétaire. Aussitôt, le pétrole flambe, l'inflation explose. Votre budget, vos courses, votre emploi sont soudain en jeu, que vous viviez à Marseille, Montréal ou Madrid. Pour comprendre l'ampleur de cette menace, rappelons-nous de la crise du canal de Suez en 1956. À l'époque, la fermeture temporaire de ce passage stratégique avait suffi à plonger l'Europe dans la panique, à provoquer des pénuries d'essence et à bouleverser l'économie mondiale. Aujourd'hui, une crise similaire en mer Rouge aurait des conséquences bien plus graves, car notre société dépend encore davantage des chaînes logistiques mondiales et du pétrole acheminé par ces routes maritimes. Croire que Sanaa est trop loin pour vous toucher, c'est s'exposer aux secousses d'un conflit qui, d'un coup, s'invite dans votre assiette ou à la pompe. Une frappe à des milliers de kilomètres peut décider du prix de l'essence ce matin ou faire grimper le coût du pain la semaine prochaine. En 2022, la guerre en Ukraine a suffi à faire doubler le prix du blé sur certains marchés africains et asiatiques en quelques semaines, poussant des millions de familles dans la précarité. Imaginez un instant l'effet d'un blocus prolongé en mer Rouge. Les containers s'empilent dans les ports, les rayons se vident, les usines ralentissent ou s'arrêtent. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette escalade et percer les vrais intérêts en coulisses, il faut revenir à l'origine du conflit et dévoiler les forces à l'ombre de la guerre. Remontons le fil du temps, là où tout a commencé. Car derrière chaque bombe, il y a des choix, des alliances et des logiques profondes à décrypter. Le Yémen, pays oublié, est devenu l'épicentre d'un jeu d'influence qui dépasse largement ses frontières. Pourquoi le Yémen, parmi les pays les plus pauvres de la planète, est-il devenu le terrain de jeu sanglant des grandes puissances et des multinationales? Cette question dérange parce qu'elle dévoile une réalité brutale. Depuis plus de 11 ans, la guerre au Yémen n'est pas une simple rivalité régionale, mais le théâtre d'un affrontement complexe entre empires et intérêts économiques mondiaux. Sur cette terre dévastée, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Iran et désormais Israël s'affrontent par procuration, chacun poursuivant ses propres objectifs stratégiques. Les Houthis, longtemps vus comme de simples rebelles, ont bouleversé l'équilibre sous la houlette d'Al-Gamari. En quelques années, ils sont devenus une force militaire redoutable, capable de menacer la navigation dans la mer Rouge avec des missiles iraniens de plus en plus sophistiqués. Ce contrôle maritime ne concerne pas seulement la sécurité du Yémen. Il touche au cœur des routes pétrolières qui alimentent le commerce international et sous-tendent la survie du capitalisme global. À titre d'exemple, plus de 200 navires traversent chaque jour le détroit de Bab el-Mandeb, transportant pétrole, gaz, céréales et produits manufacturés. Un seul missile tiré par les Houthis suffit à faire grimper les primes d'assurance maritime et à ralentir le commerce mondial, affectant les prix jusque dans les supermarchés de Lyon ou Toronto. Derrière chaque ingérence étrangère, la même obsession domine. Garder la main mise sur le pétrole, sécuriser les couloirs maritimes et protéger les profits spectaculaires des élites économiques. Ce schéma rappelle l'intervention américaine en Irak, en 2003, officiellement pour renverser un dictateur, officieusement pour garantir l'accès aux ressources du pays et contrôler la région. Les mêmes logiques de profit et de domination se répètent inlassablement. À chaque escalade, des sommes colossales changent de main. Vente d'armes américaines dépassant 100 milliards de dollars, bénéfice record pour Lockheed Martin et d'autres géants de l'armement. Pour ces capitalistes, chaque bombe larguée, chaque frappe de drone n'est qu'un chiffre de plus sur leur bilan annuel.
En 2020, les ventes d'armes mondiales ont atteint près de 300 milliards de dollars, un record historique, dopé par les conflits au Moyen-Orient. Mais à quel prix? Laisser les logiques impérialistes dicter la guerre, c'est sacrifier la vie de millions de civils, plonger le Yémen dans l'enfer humanitaire et exposer le monde à un risque permanent de choc pétrolier ou de crise alimentaire. Ce sont aussi votre pouvoir d'achat, votre sécurité et l'avenir démocratique de tous qui se jouent ici. Août 2025. Une frappe israélienne élimine Mohamed Abdul Karim al-Gamari, le cerveau militaire des Houthis. Ce meurtre déclenche une nouvelle spirale d'escalade, révélant le vrai visage du système. Assassiner un chef Houthi. Riposte nécessaire ou diversion politique. Sous le tonnerre des avions israéliens, une autre bataille fait rage, loin du front. À Jérusalem, Benyamin Netanyahou gouverne assiégé par sa droite radicale. Cette frappe décisive n'est pas qu'une démonstration de force, c'est une manœuvre, une tentative de ressouder une coalition fracturée, de détourner l'attention des scandales de corruption qui le menacent, et de rappeler à ses alliés qu'il reste le garant d'une ligne dure face aux ennemis de l'État hébreu. Ce choix s'inscrit dans une vieille tactique: éliminer le cerveau, espérer briser la résistance. Israël suit la méthode éprouvée contre Soleimani: couper la tête pour que le corps s'effondre. Mais l'histoire dément cette logique mécanique. Au lieu d'apporter la paix, ces assassinats attisent la haine et soudent l'adversaire. Au Yémen, la mort d'Al-Gamari n'a pas calmé la rue. Elle a transformé le chef tué en martyr, déclenché des foules immenses et galvanisé la base Houthi. Ce phénomène n'est pas unique au Yémen. Lors de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani en 2020 à Bagdad, les manifestations de deuil ont rassemblé des millions de personnes en Iran et en Irak, renforçant l'unité autour du régime, au lieu de l'affaiblir. De même, la mort d'Al-Gamari a offert aux Houthis un symbole puissant, détournant la frustration populaire vers la lutte contre l'ennemi extérieur. Loin d'isoler Israël, cette opération attire de nouveaux acteurs. La fragmentation du commandement Houthi ouvre la porte à des rivalités internes et à l'ambition d'opportunistes régionaux comme les Émirats arabes unis. Chaque frappe fragmente la résistance, mais offre aussi à d'autres puissances une occasion de s'immiscer dans le chaos. Ce jeu d'échecs sanglant ne résout rien. Il ne sème que l'instabilité. Le danger est colossal. En croyant mater l'ennemi par la force, Israël nourrit un incendie régional qui lui échappe déjà. Les représailles Houthis, la rage dans les rues de Sanaa et la colère qui enfle dans tout le Moyen-Orient menacent d'entraîner une escalade incontrôlable. Au bout du compte, ce sont les citoyens israéliens ordinaires qui risquent de payer le prix ultime, pris dans une spirale de violence qui dépasse toutes les stratégies politiques. Pour illustrer ce mécanisme, pensons à la guerre du Liban de 2006. L'intervention massive d'Israël contre le Hezbollah n'a pas brisé la milice, mais l'a renforcée, tout en exposant la population israélienne à des semaines de bombardements et de peur. Aujourd'hui, la même logique se répète. La répression militaire ne fait qu'alimenter la résistance et menacer la stabilité de toute une région. Mais l'impact dépasse largement Israël et le Yémen. Les répliques économiques et géopolitiques secouent déjà la planète entière. Chaque frappe militaire fait vaciller un peu plus l'équilibre mondial, avec des conséquences concrètes sur la vie quotidienne de millions de personnes. Derrière ce cycle de violence, une autre logique se dévoile, celle d'un capitalisme qui prospère sur la guerre et la peur. Qui, réellement, profite de cette escalade et à quel prix pour le reste du monde? Lorsque le grondement d'une bombe au Yémen fait vaciller la bourse de Londres, le monde découvre qu'aucune guerre ne reste jamais confinée à un lointain désert. Chaque missile tiré par les Houthis, chaque riposte israélienne sur Sanaa, déclenche une onde de choc qui traverse les océans. Un blocus en mer Rouge, et soudain, les prix du transport, du pétrole et des denrées flambent. De Rotterdam à Dakar, de Shanghai à Buenos Aires, ce sont toujours les travailleurs et les familles ordinaires qui encaissent la hausse brutale du coût de la vie. Au cœur du Yémen, la situation est pire que jamais. 18 millions de personnes, soit la moitié du pays, menacées de famine. Depuis plus de 10 ans, l'économie yéménite s'est effondrée de moitié. Hôpitaux désertés, écoles fermées,
familles réduites à un repas quotidien. La crise humanitaire s'envenime, loin des regards occidentaux, pendant que la population s'épuise. Pour donner une idée concrète, en 2023, l'ONU estimait que plus de 200 000 enfants yéménites souffraient de malnutrition aiguë. Les images rappellent celles de la famine en Éthiopie dans les années 80 ou plus récemment du Venezuela frappé par la crise. Dans les rues de Sanaa, des files interminables se forment devant les boulangeries, pendant que les médicaments manquent dans tous les hôpitaux. Mais la guerre déborde de ses frontières. Partout, la pénurie et l'inflation s'invitent à table. En Europe, en Afrique, en Asie, des millions de foyers basculent dans la précarité. Les factures de chauffage deviennent un luxe. Le pain atteint des prix records. La colère gronde dans les rues. On l'a vu en France lors des mouvements des Gilets jaunes, déclenchés initialement par la hausse du prix de l'essence. Aujourd'hui, une crise au Yémen pourrait provoquer le même type de soulèvement, partout où la vie devient trop chère et le chômage s'étend. Pourtant, au lieu de financer l'aide humanitaire, les grandes puissances injectent des milliards dans la fabrication de bombes de plus en plus sophistiquées. De l'argent qui pourrait nourrir, soigner, éduquer, finit dans les poches des géants de l'armement. En armant les belligérants, elles entretiennent une guerre qui ruine des sociétés entières, mais engraisse une poignée de multinationales. Les tentatives de paix, menées par les Nations Unies ou la médiation omanaise, échouent face aux rivalités régionales et aux intérêts cachés. Derrière ce chaos savamment orchestré, certains tirent profit de chaque nouvelle frappe, de chaque négociation avortée, éloignant toujours plus l'espoir d'une vraie trêve. Ce scénario n'est pas sans rappeler la guerre du Vietnam. Pendant des années, les discussions de paix s'enlisaient, tandis que le complexe militaro-industriel américain engrangeait des profits colossaux. Le film « Les hommes du président » a montré comment les scandales politiques et la corruption pouvaient prolonger inutilement une guerre, sacrifiant des générations entières. Si rien ne change, le cercle vicieux s'accélère. Moins de nourriture, moins de soins, moins d'éducation pour des millions, et une économie mondiale menacée à chaque étincelle de violence. La guerre au Yémen étend désormais son ombre sur la stabilité même de notre monde. Mais ce n'est pas un hasard. L'assassinat du général Al-Gamari incarne la logique d'un système où la guerre devient un marché et où chaque escalade fragilise un peu plus nos sociétés. L'histoire regorge d'exemples où la logique du profit a mené au chaos, de la Première Guerre mondiale, déclenchée en partie par la course aux armements et les rivalités coloniales, à la guerre d'Irak en 2003. Face à l'engrenage de la guerre, que faire, ici et maintenant? Il serait facile de croire en notre impuissance, de se résigner à regarder, loin des cercles où tout se décide. Pourtant, chaque conflit, du Yémen à ailleurs, n'est jamais une fatalité. C'est le fruit de choix politiques et économiques, souvent dictés par des élites qui privilégient leurs profits, quel qu'en soit le coût humain. Rien n'est inévitable dans cette succession de crises. Accepter l'indifférence, c'est laisser les fauteurs de guerre écrire notre avenir, c'est valider un ordre où la misère et la peur sont des marchandises comme les autres. Refuser l'indifférence, c'est le premier pas. Chaque article partagé, chaque débat public allumé, fissure le mur de la propagande. Prenons exemple sur les vagues de mobilisation citoyenne qui ont mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud, ou sur les mouvements pour la paix qui ont contribué à la chute du mur de Berlin. Chaque fois que des millions de personnes s'informent, débattent, manifestent, elles font vaciller l'ordre établi. Même dans les dictatures les plus brutales, la vérité finit par percer. La vérité, lorsqu'elle perce, fait chanceler les certitudes des puissants. Il ne s'agit pas de se contenter de signer une pétition ou de partager une indignation fugace. Il faut soutenir activement les mouvements pour la paix, réclamer la transparence sur les ventes d'armes, exiger des comptes à ceux qui gouvernent en notre nom. La force des travailleurs, unis au-delà des frontières, peut déjouer les stratégies de division qui servent depuis toujours les intérêts des élites. Nourrir les solidarités internationales, c'est saboter la vieille recette, diviser pour mieux exploiter. Exiger que les ressources servent l'éducation, la santé, l'aide humanitaire et non la fabrication de bombes, c'est éloigner la prochaine catastrophe. Pour agir concrètement, il existe plusieurs leviers. Interpeller vos élus sur les ventes d'armes, soutenir les ONG humanitaires présentes sur le terrain,
boycotter les entreprises qui financent la guerre, participer à des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les universités. Même un simple don ou un partage sur les réseaux sociaux peut faire la différence, en brisant le silence autour des conflits oubliés. Rester passif, c'est ouvrir la porte aux drames à venir, accepter que la violence dicte nos vies. Mais s'organiser, s'engager, c'est reprendre notre destin collectif, refuser d'être de simples témoins des guerres fomentées par d'autres. Le temps de l'observation est passé. Il faut agir, ensemble, pour que chaque voix pèse et que la paix ne soit plus un mot vide. Mais agir, c'est aussi accepter de voir la réalité en face. La guerre n'est jamais lointaine, ses conséquences nous atteignent tous, tôt ou tard. Les réfugiés du Yémen, de Syrie ou d'Ukraine frappent déjà à nos portes, rappelant que nul n'est à l'abri des secousses de l'histoire. Les crises alimentaires, les épidémies, les pénuries de médicaments sont autant de signaux d'alarme. Jamais une frappe, un embargo, une coalition n'a apporté la paix. Seuls les peuples unis l'ont imposée. L'histoire de la fin de l'apartheid, de la décolonisation ou des accords de paix en Irlande du Nord montre que la pression populaire finit par l'emporter sur la logique des armes. L'assassinat de Mohamed Abdul Karim Al-Gamari n'est pas un simple drame lointain. Il met à nu un système où chaque crise devient profit, chaque bombe un dividende pour l'industrie de la mort. Chaque détonation à Sanaa, chaque missile sur le Yémen, a des répercussions qui traversent les continents. Nos marchés vacillent, nos prix flambent, notre avenir commun s'effrite. La guerre n'est plus une abstraction. Elle s'invite dans nos assiettes, nos emplois, jusque dans nos droits les plus élémentaires. Tant que la logique du profit primera sur la vie humaine, tant que quelques dirigeants déclencheront l'enfer pour leurs privilèges, nous resterons prisonniers. Les frappes, les embargos, les opérations spéciales n'ont rien résolu. Elles ont aggravé la misère, déplacé des millions de familles, détruit des moissons et des écoles, enrichi les actionnaires de la guerre. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est accepter la peur, l'incertitude, la dépossession pour demain. Mais ce piège n'est pas inévitable. L'union des peuples, la solidarité internationale, la pression collective ont déjà fait plier des empires, stopper des guerres. Attendre la prochaine frappe ou le prochain sommet ne suffit pas. Il faut s'organiser, s'informer, refuser la résignation. Chaque voix compte, celle qui dénonce, qui s'allie, qui agissent pour la justice et la paix. Rien n'est écrit d'avance. Détourner le regard, ce serait servir les fauteurs de guerre. Il est temps de rompre la spirale,